Fidèles téléspectateurs et auditeurs des programmes du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue à ce numéro du Forum de la presse de ce vendredi 18 février 2022. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous propose des analyses sur des faits saillants et marqué l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse. Au menu du numéro de ce soir, nous discuterons tout d'abord de l'incident intervenu dans un quartier de Niamey ayant occasionné la mort d'un élève près du domicile d'une personnalité mardi dernier. Ensuite, nous parlerons du lancement officiel le 15 février dernier par le gouvernement et ses partenaires du plan de réponse humanitaire et du plan de soutien du Niger pour l'année 2022. Enfin, nous terminerons avec la deuxième conférence africaine pour la paix de Nouakchott du 8 au 10 février 2022 sous le thème « Offrir la paix au monde ». Pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir nos confrères Elhaji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter, Ousseini Issa, journaliste indépendant, et Maïmouna Diado, journaliste indépendante également. À la modération de ce forum de la presse, je suis Michel Deji. Ce forum de la presse du studio Kalangu que nous débutons par cet incident intervenu dans un quartier de Niamey mardi et qui a occasionné la mort d'un élève près du domicile d'une personnalité. Selon le procureur de la République qui était face à la presse le soir de cet incident, l'événement s'est passé entre midi et 13h et l'auteur des tirs mortels, un gendarme, a été identifié, relevé et placé en garde à vue à la police judiciaire pour les besoins de l'enquête. Maïmouna Diado, comment en est-on arrivé là? D'abord, je présente mes condoléances donc, à la famille du disparu. C'est un lycéen, élève en terminale D. Donc, vraiment, toutes mes condoléances. Et ce qui s'est passé, bon, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais dire suite à la sortie médiatique du procureur de la République et également la déclaration des étudiants. Des étudiants, il y a eu deux versions différentes. Il y a eu deux versions différentes parce que les étudiants, ce que les étudiants ont rapporté et ce que le procureur a également rapporté, tout le monde a vu que c'est vraiment deux choses différentes. Maintenant, le procureur a dit que justice sera faite. Donc, on attend de voir si justice sera faite comme il l'a dit, pour qu'on n'assiste plus à ce genre de choses. On sait que c'est vrai, Niamey est en pleine insécurité, parce que le Niger est en insécurité, il ne faut pas l'oublier aussi. Mais de surcroît tirer sur une voiture avec des enfants, des élèves dans une voiture, c'est quand même... Ça donne à imaginer, ça donne à réfléchir davantage. Mais l'un dans l'autre, on ne peut pas être juge et partie. Donc, justice sera faite. Il faut attendre d'abord que la justice se prononce dans cette affaire pour pouvoir faire plus d'analyse par rapport à ça. Il est très tôt, en tout cas, pour pouvoir dire grand-chose par rapport à ça. Merci beaucoup. Elhaji Mohamedou Suleiman, c'est vrai, il faut le rappeler, l'après-midi de l'incident justement, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens était sorti à la place AB de l'université Abdou Moumouni de Niamey, où il y avait donc le comité exécutif de l'UENUN, mais également la section lycée et collège de Niamey. Quelles étaient en fait leurs revendications par rapport à cet incident? Mais avant, permettez-moi d'exprimer aussi mes condoléances, en tout cas une pensée aux disparus pour le repos de son âme. Donc, un jeune qui nous a quittés vraiment à la fleur de, bien sûr, de l'âge. Donc, bon, avant la déclaration ou bien l'âge de l'union des scolaires, il faut dire qu'entre-temps, il y a eu quand même différentes versions, différents scénarios présentés, en tout cas à travers les réseaux sociaux. Bien sûr.
je pense que va falloir vraiment raison garder dans des situations pareilles. Ne pas chercher de mettre de l'huile sur le feu parce que déjà la situation est extrêmement grave. Il y a eu mort d'homme par balle, donc il va falloir donc d'abord chercher parce que ce qui allait être encore grave, c'est que heureusement qu'après l'Assemblée générale, que les étudiants n'aient pas décidé de descendre. Donc, pour chercher aussi à faire une descente punitive contre les FDS. Donc, je pense que c'est quand même, il faut saluer cet aspect. Ils ont apprécié la situation et ils ont demandé effectivement la justice. Et quelque temps après, justement, on a vu le procureur apparaître à l'écran, en tout cas pour dire que même, en fait, il a commis donc la police judiciaire qui allait donc faire l'investigation. Et je sais que les gens prennent, en tout cas sur des pincettes, les propos souvent des uns et des autres. Mais je sais qu'en tout cas, qu'il a dit, la police judiciaire, en tout cas, comme c'est un organe de la police, en tout cas très rigoureux, a dû apprécier, en tout cas, il a dit que voilà ce qui s'est passé. Les faits, en tout cas, la question qu'il faut se poser, si c'est effectivement le gendarme a agi à légitime défense, est-ce que véritablement il était vraiment tellement acculé? Est-ce qu'il était nécessaire vraiment de tirer? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour gérer la situation? Donc, est-ce que véritablement ils ont vraiment foncé sur eux? Ça, vraiment, c'est une autre question. Mais l'autre élément, justement, c'est que le procureur a dit également que les faits ne se sont pas passés dans une école, contrairement à ce qui a été dit. Selon lui, c'est que ça n'a aucun rapport avec des activités scolaires. Dans une école. Et je pense que c'est cela qui est un peu... Mais l'USN, selon l'USN, c'est un élève qui est concerné. C'est ça, en fait, la position de l'USN, en fait, ici. Mais justement, en fait, ici, à partir du moment, par définition, l'USN doit, en tout cas, donc défendre les intérêts matériels et moraux. Ici, on a tué un scolaire. Donc, vous voulez un peu... et le contexte... c'était vraiment dans le contexte des événements du 9 février. Vous voyez un peu ce que cela peut représenter, en tout cas au niveau donc, de l'autorité de tout le monde. Parce qu'autrement dit, c'est vraiment un dossier indésirable pour l'autorité. En ce moment-là, en ce contexte où les gens sont en train de célébrer la mémoire des scolaires disparus, on vient encore abattre froidement un de leurs. Vous voyez, c'est comme si encore vraiment une sorte de façon de mettre de l'huile sur le feu. Heureusement, je pense qu'il faut saluer quand même l'effort, la retenue, en tout cas, je pense que ces événements pourraient, si vraiment les gens avaient mis en avant beaucoup de passion, notamment les scolaires, ça allait nous mettre dans une situation d'incertitude où on va faire un truc entre la police et les étudiants, les scolaires, en tout cas, une sorte de course-poursuite. Mais je pense que ce n'est pas de l'intérêt du pays. Ce n'est pas le cas. Moi, je pense que le procureur, il a promis que la justice sera faite dans les meilleurs délais. On attend véritablement qu'il pose ses conclusions, puisque vraiment les faits, apparemment, à partir de ce qu'il a eu à dire, déjà on sent qu'il a assez d'éléments. Donc il ne faudrait pas aussi que ça tombe dans l'impunité. Il faut qu'on dise ce qui s'est passé et qu'on sanctionne ceux qui doivent être sanctionnés. Là vraiment, ça peut rassurer tout le monde. Et je pense que dans le genre de situation, par exemple, le cas de 9 février, vous avez vu, ça fait aujourd'hui 32 ans, il n'y a pas de justice. Depuis 90. Chaque fois, on célèbre cela, alors que si on a véritablement la volonté politique par les autorités, tous ceux qui se sont succédés, donc effectivement, tous ces démocrates, il n'y a pas un gouvernement qui a osé dire que cette question-là, on va la régler définitivement pour rendre de la justice. Et même, il faut le dire, un scolaire a été ministre de la justice, un cadre de l'USN a été ministre de la justice, il n'a pas osé justement aller jusqu'au bout. Donc moi je pense que le service que le procureur pourrait rendre, en tout cas à la République, en tout cas aux Nigériens, c'est que vraiment, comme il l'a dit, on l'attend en tout cas vraiment qu'il dise clairement, en tout cas dans les meilleurs délais, que voilà ce qui s'est passé et voilà les sanctions qui ont été préconisées. Parce que tout simplement, rappelez-le, de plus en plus, il y a des cas qui sont cités, en tout cas, à faire tuer facilement les gens. C'est des situations vraiment... Je sais que le maintien d'ordre
est souvent compliqué, mais tel que ça s'est présenté, franchement, tout le monde était surpris. Je pense que même l'autorité peut se dire qu'on peut un sabotage. Dans ce contexte particulier, d'insécurité aussi, de tension sociale, parce que quelque part aussi, comme je l'ai dit vraiment pour me résumer, les étudiants ne peuvent pas comprendre justement cela. Et tous les citoyens, la vie est sacrée. Merci. On ne faudrait pas. Vous avez entendu le C'est la Constitution qui le dit d'ailleurs. Dans ce truc-là, en tout cas, ça c'est la situation de sécurité. Mais encore une fois, avant de doter une vie, qu'on se dise que véritablement la vie est sacrée. Merci beaucoup, El Hadji. On vous a bien compris. Se permettre de dire il faut justement rappeler que cet élève, il s'agit donc de feu Nourdine Alio, a été inhumé justement à l'occasion malheureusement de la journée du 16 février, qui est une journée de recueillement. Les scolaires étaient donc au niveau des tombes au cimetière musulman de Yantala pour se recueillir devant les tombes des 3 martyrs de l'USN du 9 février 90, Alio Nahanchi, Abdoumaman Sagir et Isaac Kane. Et dans l'après-midi, certains étaient revenus donc toujours au cimetière de Niamey pour l'enterrement du jeune élève en classe de terminale D au niveau de l'école Niger de demain pour donc son élimination. Hussein Issa, c'est triste quand même, il faut faire la lumière, c'est ce qui est dit par les 2 confrères qui ont pris la parole. Mais à votre niveau, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour que de telles choses ne se reproduisent plus jamais au Niger? Michel, Allah Suleiman vient de camper un peu le décor, le contexte dans lequel, n'est-ce pas? Ça fait 32 ans que le 9 février est célébré et commémoré par les étudiants, les scolaires du collège et du lycée, n'est-ce pas? C'est à la veille, justement, où... De la marche de recueillement. La marche de recueillement, c'est à cette veille où... Comme ça, on tue encore un scolaire, un collégien. Un lycéen. Oui, un lycéen, excusez-moi. Comme ça. Et les circonstances, n'est-ce pas? Parce que les gendarmes, certainement, a dû tirer quand le véhicule est déjà passé. C'est un peu, d'après moi, les images que j'ai vues. Parce que je crois que le défunt, il a pris la balle dans le dos. N'est-ce pas? Bon, on n'a pas tous les éléments par rapport à ça, malheureusement. C'est une affaire qui est pendante. C'est un passager qui est derrière. Il y a eu plusieurs versions. Des gens disaient que c'était des affiches par rapport à une kermesse. Les gens disaient que c'est un garde qui a tiré. Après, on apprend que c'est un gendarme. Vraiment, il y a certains aspects sur lesquels... S'il vous plaît, moi, je veux du principe. J'ai été un acteur des événements de 90. J'étais à l'université. N'est-ce pas? J'étais sur le point de quitter l'université. Il y a eu d'autres affaires après ça. On a promis la lumière. Un peu, la dernière affaire, c'était l'affaire concernant Bagalé. C'était le 10 avril 2017. Alors, comme ils disent, on va faire la lumière. Moi, je dis, le porteur de tenue ne doit pas avoir la gâchette facile. Parce que c'est dangereux. Il faut avoir la gâchette facile quand on est en face des ennemis dangereux qui sont de l'autre côté. Il faut donc pas prendre les populations civiles possibles, mais que alors, faire? L'arme que tu portes ta main là, tu dois quand même raisonner. Et quelque part, dans cette affaire, moi j'ai plaint le comportement des porteurs de tenue. Et je le dis pourquoi. Quand vous posez un acte, parce qu'on vous a donné des instructions, c'est vous qui portez la casquette demain. Parce que ceux qui vous ont donné,
Parce qu'il n'y a pas Mais Hussein Issa, la différence justement ici, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'instruction donnée. Puisque mais non, je veux dire, mais parce qu'il y en a qui travaillent avec des instructions juste verbales. C'est un cas là isolé, à part, on a l'impression... Un cas isolé, mais pourquoi tu vas tirer sur un véhicule qui t'a déjà dépassé? N'est-ce pas? Oui, mais ça pose justement problème. Là, c'est un problème. Non, ça pose problème. Comme vous avez parlé d'instruction. Non, mais moi, quand j'ai parlé de ça, je dis quelque part, quelle que soit mon agitation, moi, je sais que je dois, en tout cas, me contenir. J'ai une arme, je sais que c'est dangereux, je dois pouvoir. Aujourd'hui, qui est en prison? Ce n'est pas l'élément qui a tiré. Qui est en difficulté? C'est la famille, naturellement. Ce n'est pas ses parents. Parce que c'est eux qui doivent amener la nourriture. Mais la famille endeuillée est encore plus triste. Mais non, mais bien évidemment. Mais eux, voilà, ça veut dire il va perdre son job, son travail, quelque part. Définitivement. Alors, quand vous êtes dans des postures comme ça, il faut savoir, en tout cas, avoir un minimum de jugeote pour se dire, si je fais ça, qu'est-ce que ça peut m'écouter? Je présente les excuses, mais le contexte dans lequel ça s'est déroulé, ce contexte-là n'était pas, en tout cas, de nature à comment on appelle ça, à crédibiliser, à tolérer l'acte, à crédibiliser même les autorités en place. Parce qu'on s'est dit, bon, voilà, de manière périodique, on tue des scolaires. Je suis d'accord avec ce que Souleymane vient de dire. Heureusement, les étudiants, ils ont été, quand même, ils ont fait preuve de retenue. Ils ne sont pas descendus parce qu'ils attendent déjà comment on veut dire, des réponses par rapport à des... Il n'y a pas que Bagalé, il y a eu pratiquement, durant les 10 ans, au moins 3 ou 4 des élèves qui sont tués dans des choses comme ça, n'est-ce pas? Alors, il faut discipliner. Vous êtes là pour assurer la sécurité. Merci beaucoup. Il faut donc plus de discipline au niveau des forces de défense et de sécurité qui sont là normalement pour sécuriser, donc qui sont là pour l'intérêt du peuple, il faut le rappeler, puisque sans FDS, comme vous êtes là spécialement dédié on ne peut pas avoir de sécurité. Domicile, si on ne peut pas tirer dans la rue comme ça, ça veut dire que on se permet de... Merci Hussein Issa. Nous rappelons donc que c'est une affaire pendante. Il faut donc attendre que je suis tout à fait d'accord. Mais cette décision de justice tombe pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. Nous réitérons donc nos condoléances à la famille éplorée tout à fait. Et à l'ensemble des scolaires nigériens. Il faut dire même à tout le peuple nigérien. Parce que le cas est vraiment très délicat. Parce que le tout n'est pas de dire on va faire. Merci beaucoup. Il faut encore aller jusqu'au bout pour qu'on cherche. Le procureur a promis cela. Il a dit au moins, je pense, 2 ou 3 fois, je garantis. Ça veut dire qu'il va œuvrer à cela, puisque c'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Nous passons à présent au deuxième sujet de ce forum de la presse. Il s'agit du lancement officiel le mardi 15 février par le gouvernement et ses partenaires du plan de réponse humanitaire et du plan de soutien du Niger pour l'année 2022. Des outils de planification stratégique et de mobilisation des ressources nécessaires pour une bonne assistance aux personnes qui vont se retrouver dans le besoin cette année suite à la mauvaise campagne agro-silvo-pastorale. Le premier, qui couvre la période de novembre 2021 à mars 2022, est estimé à environ 160,34 milliards de francs CFA pour une cible d'un peu plus de 2,5 millions de personnes. Il vise la mise en œuvre des actions multisectorielles précoces d'atténuation et de réponse. Le plan de soutien, estimé lui à environ 279,25 milliards de francs CFA, constitue une suite au plan d'urgence pour une cible de près de 6,5 millions de personnes qui seront affectées par cette insécurité alimentaire avant août 2022. Mais Moundiado, qu'est-ce qui a conduit à l'élaboration de ces outils de planification d'aide humanitaire au Niger?
Tout comme toi, Michel, peut-être il suffit tout simplement de circuler à Niamey, tu vas voir comment est-ce qu'aujourd'hui la ville de Niamey, la quasi-totalité des gens que vous rencontrez, c'est des personnes vulnérables. Et ces personnes vulnérables viennent d'où? Viennent bien sûr des campagnes, des villages où la récolte n'a pas été du tout bonne. Donc c'est tout à fait normal que le Niger s'engage auprès donc de ses partenaires pour pouvoir venir en aide donc à ces populations. Vous faisiez cas tout à l'heure de 6 millions, c'est ça? 160,34 milliards. Oui, de personnes qui seront... 6 millions et demi de personnes qui seront avant concernées août 2022. Donc maintenant, ce qu'il faut s'assurer, c'est que les fonds puissent rentrer rapidement pour qu'il y ait plus de mobilisation, pour qu'on puisse atteindre les 200 milliards et quelques. Et ensuite, que les personnes qui doivent bénéficier, on doit vraiment les cibler et pour que ces personnes puissent vraiment être à mesure d'avoir donc cette protection. Qu'il n'y a pas de détournement de vivre et tout, parce qu'on a l'habitude de voir cela. Maintenant, les personnes qui sont concernées doivent en bénéficier. Et après, nous verrons si d'ici avant août 2022, est-ce que ça pourra atténuer les difficultés donc, de ces personnes vulnérables. Et je vous assure, à Niamey même, il y a ces personnes vulnérables. Ce n'est pas seulement dans les zones pastorales, à gros niveau pastoral. Niamey aussi est largement touché par cette insécurité alimentaire. Donc voilà, moi je propose que c'est déjà une belle proposition faite par le gouvernement. Donc maintenant, il suffit tout simplement de les soutenir et pour que ça puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Il faut justement rappeler que selon le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires, cette année, nous avons enregistré une baisse de 37% de la production en céréales par rapport à 2020. Il faut donc dire que nous avons un déficit céréalier qui est de l'ordre de 2 4 480 tonnes. Nous avons aussi des déficits fourragers. C'est donc des besoins immenses que nous avons. Elhaji Mohamed Souleymane, le gouvernement pourra-t-il réussir à mobiliser tous les moyens et fonds nécessaires qui doivent lui permettre de mettre en œuvre ces deux plans, le plan de réponse humanitaire et le plan de soutien? On a suivi les partenaires, notamment l'Union européenne. En tout cas, les partenaires qui étaient là, qui ont promis justement... Il y a aussi le système des Nations Unies. Des Nations Unies, absolument, d'accompagner le gouvernement. Mais à mon avis, on ne doit pas être là parce que vous voyez, c'est récurrent. Tout à fait. Chez nous, une année sur 3 peut-être. En 2021, il y a eu déjà un plan de réponse humanitaire. Souvent, les campagnes agricoles sont déficitaires. Il y a des catastrophes naturelles telles que les inondations. Donc tout cela, je pense que la solution, ce n'est pas en fait ces mesures cosmétiques qui pourraient les régler, mais c'est vraiment des solutions structurelles, en tout cas pour l'agriculture. Tous les pays du monde subventionnent conséquemment l'agriculture. Est-ce que notre pays subventionne sérieusement l'agriculture? Est-ce que dans notre pays où véritablement on constate des façons criardes de la malgouvernance, quand on voit franchement facilement les milliards détournés, cet argent-là, en tout cas, si c'est bien géré, si l'État est bien géré, est-ce que nous ne pouvons pas, dans une vision, parce que c'est là, en fait, le vrai débat des 3 N. Le 3 N, justement, quand vous allez parler vraiment avec des gens sur le terrain, en tout cas, il y a eu un impact, mais vraiment cet impact est insignifiant par rapport à ce que ça, aux regard des moyens utilisés et aussi aux attentes. Donc, il va falloir véritablement qu'on ne soit pas à chercher de l'assistance, mais à comment le gouvernement va permettre à ce que la production
J'ai vu quand le président de la République était allé à Margou avec le monde rural en tout les cas, producteurs ruraux. L'engagement d'accompagner conséquemment, donc en mobilisant les financements. Il faut que justement les producteurs en tout cas puissent être accompagnés, c'est-à-dire autrement dit aussi viser la mécanisation de notre agriculture. Tant qu'on continue, les gens vous le disent, tant qu'on continue à travailler avec la houe et la hilaire, on ne pourra pas, en tout cas, selon vous, si on vous comprend bien, ces moyens, il faut donc prévenir au lieu de venir chaque fois dire qu'il y a un plan après les résultats. Ici, nous avons par exemple 279 milliards et quelques. On pourrait investir ce fonds. Destiné à appuyer 6 millions de 491 personnes. Oui, les 279 millions, c'est destiné à 6 millions de personnes 6 millions et demi à qui ont des besoins, des nécessités urgentes. En fait, moi, je suis en train de dire que c'est non seulement au niveau national, mais au niveau mondial, puisque vous parlez des Nations Unies, vous parlez de l'Union européenne, tous les partenaires, en tout cas, c'est un problème, en tout cas, mondial de la gestion de la crise alimentaire, qui fait que si on veut, on peut véritablement. Parce que tout simplement, on peut mettre fin à la recurrence les études de cette crise alimentaire. Les études sérieuses montrent qu'il y a suffisamment de ressources disponibles. Mais c'est la gestion. Est-ce que les gens ont intérêt véritablement pour ne pas donc, briser les marchés, effectivement, à aider les pauvres à s'autosuffire alimentairement. Donc, vous voyez, le vrai débat, c'est cela. Il ne faut pas faire tout simplement de l'à peu près de cosmétique. Si on veut vraiment dépasser la question de la crise alimentaire, mettons conséquemment les moyens pour qu'on produise suffisamment. Vous l'avez dit, en réalité, c'est ce que disaient les Chinois. Apprenons aux gens à pêcher eux-mêmes. Et non à leur donner du poisson. Absolument. Donc moi, je pense qu'au côté du gouvernement, en tout cas, il y a dans le discours donc cette volonté d'aller, il va falloir en tout cas concrètement, si on veut vraiment dépasser. Chaque année, en tout cas, l'humanitaire, en tout cas, on réunit les gens pour donc, la gestion de la catastrophe, donc crise alimentaire. Mais je pense qu'il est grand temps, quand on a des structures comme les 3 ans qui sont mis en place, et tout ce qu'on a comme capital, que véritablement qu'on se dise que comment en fait sérieusement inverser la tendance, c'est-à-dire que, comme l'aime dire le président Issou à l'époque, qu'on ne puisse pas être là en temps de la pluie. C'est ça, je pense, la philosophie de Troisième. Quand on parlait de ce concept-là, en tout cas de Troisième, tellement les textes sont bien faits, tellement c'est bien présenté, et vous avez vu, le Niger a même eu des prix à l'international, tellement en tout cas le concept est vraiment accrocheur. Mais sur la réalité, on se rend compte que l'effet n'est pas à la hauteur des attentes des Nigériens. Merci beaucoup. Hussein Issa, quels sont les défis par rapport à cette gestion de crise alimentaire qui s'annonce? On ne peut pas être tout le temps dans la crise alimentaire, Michel. J'ai faim. J'ai besoin de 1000 francs pour assouvir, en tout cas satisfaire le désir de mon ventre. Quelqu'un vient et me donne 500 francs. D'accord. Mais est-ce que je vais être rassasié? N'est-ce pas? Ce n'est pas évident. On ne peut pas être dans ce schéma-là. Aucun pays. Moi, je dis c'est du cinéma. Pensez que quelqu'un va venir, toi, souverain, c'est lui qui va t'amener à manger. Il faut qu'on cesse. Les deux plans sont lancés. Finir. Il faut cependant souhaiter que s'il te plaît. Chaque les année, on dit soient mobilisées. Les réponses humanitaires, plan d'urgence humanitaire de soutien au gouvernement. S'il te plaît, quand tu sors de ce qui va, quand tu vois les espaces qui sont là, les terrains qui sont pas exploités et tout, ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas exploiter, c'est parce que tout simplement les conditions ne sont pas créées pour que ces zones-là puissent être exploitées. Est-ce que tu comprends? Alors, est-ce que les gens doivent continuer chaque année à attendre que c'est l'extérieur? On amène des blancs, ils viennent s'asseoir là autour d'une table. Voilà. Il y a tel montant qui nous manque. Il y a tel nombre de populations qui sont
dans une situation de détresse. Aidez-nous à les soutenir. Il y en a beaucoup qui sont déjà partis pour aller chercher à manger. Même quand les fonds vont être réunis là, ils ne reviennent qu'à la veille de la campagne agricole pour reprendre les travaux agricoles dans l'espoir que l'année là, ça va marcher. Aucun pays au monde, aucun, je le dis formellement et je le dis haut et fort, où vous vous levez pour vous battre, pour créer les conditions, pour qu'on ne parle plus de les gens ont faim. Nissa, on parle des aléas climatiques et selon les données, ce n'est pas seulement le Niger qui est touché par ces aléas. Il y a chaque année, c'est comme ça. C'est ça les chocs exogènes, les chocs endogènes. Moi, je suis fatigué avec ces choses-là. Où on crée des conditions. On a un fleuve qui est là, qui s'étale sur 750 et quelques kilomètres. Ce fleuve-là, vous allez parcourir ça. On peut produire beaucoup de choses. On peut faire des mares et tout. On peut créer les conditions pour pouvoir produire des retenues d'eau et tout. Mais alors, quand les gens se mettent dans la logique... Il y a les terres qui deviennent de plus en plus dégradées. Il faut trouver des solutions donc à tout cela. Non. Quand les gens parlent de ces choses-là, les terres dégradées et tout. Mais bien évidemment, les terres se dégradent. Mais il faut les régénérer. C'est l'État. C'est l'État. On ne peut pas se mettre la Chine. La décennie 70 jusqu'au début de l'année de la décennie 80, la Chine était un pays pauvre, comme nos pays, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la Chine ne tend pas la main à quelqu'un pour dire viens me donner à manger. Ils ont combien de population? Combien de milliards? Plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard, n'est-ce pas? C'est la plus grande population mondiale. Mais alors, l'Inde, et je sais de quoi je parle. Si on se met dans la logique où on dit non, on va mettre des choses en place, mais il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de visibilité, il n'y a rien. On est dans ce schéma-là. On attend que les partenaires viennent. Qu'est-ce qu'il faut alors, Hussein Issa, pour sauver cette situation et arriver à éviter cette récurrence? Qu'est-ce qu'il faut? Pour terminer, puisque nous allons tourner la page. Qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut, c'est que le discours doit être collé au sac. Tout simplement. On a promis de faire ça, et on fait un bilan. Sur 5 ans, je dois faire ça. Je veux pouvoir dire en 5 ans là, je suis à quel niveau. Maintenant, même si je ne peux pas continuer moi, celui qui va venir ici, au moins, à quel niveau je suis. Merci beaucoup. Il faut donc revoir la politique agricole du pays. Pas la politique, pas agricole seulement, la politique éducative, la politique sanitaire et tout. On est là à tendre la main pour dire, mais pourquoi ils vont nous respecter ces gens? Comment ils vont nous respecter? On a les ressources. Suleiman dit, c'est la mauvaise gestion des ressources qui a amené quand tout des ça. individus font même base sur les ressources et on dit non, il faut appeler les partenaires. Ces partenaires, ils viennent. Et ce n'est pas des enfants de cœur. Ils sont là pour leur intérêt aussi, quelque part. Merci beaucoup, Hussein Issa. Abordons enfin la dernière partie de ce forum de la presse du studio Kalangu. Il s'agit de la deuxième conférence africaine pour la paix de Nouakchott organisée par le forum d'Abu Dhabi du 8 au 10 février 2022 sous le haut patronage du président mauritanien Mohamed El Ghazouani. D'éminentes personnalités des oulémas, des jeunes et plusieurs experts ont pris part à cette grande rencontre. Maïmoun Diado, quels étaient les objectifs visés à travers cette rencontre à laquelle a pris part une délégation du Niger conduite par le président nigérien Mohamed Bazoum? Bon, les objectifs visés, vous savez déjà que la Mauritanie aussi fait partie du G5 Sahel. Pour ceux qui parlent donc de la paix, forum de la paix, ça veut dire qu'il faut juste trouver des solutions à cette crise d'insécurité qui sévit au Sahel. Et le Niger, comme tu l'as dit, a si bien été représenté, en tout cas à ce forum, par le président de la République et une délégation, une forte délégation, et où le président de la République a également parlé de cette situation d'insécurité
au niveau donc du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Donc, il a interpellé les uns et les autres. Comment est-ce qu'il faut peut-être solutionner, chercher des solutions à cette crise qui n'en finit pas, parce qu'ils ont comme l'impression que tous les pays se battent, les populations se battent contre l'insécurité, mais l'insécurité ne fait que persister. Donc, c'est un forum qui permet également d'échanger pour que chaque pays puisse puisse dire les résultats qu'ils ont eu à faire depuis des années contre cette insécurité, et là où ils se sont en tout cas bloqués, ils se sont bloqués face à cette insécurité. Donc, échanger pour avoir des solutions. Moi, je me dis que le forum a été en tout cas très bien accueilli par ces populations qui vivent et qui sentent cette insécurité, que ce soit au plan national, que ce soit dans le Sahel, que ce soit dans d'autres pays. L'insécurité n'a pas de frontières, comme on le dit. Mais maintenant, certainement qu'avec la voie qui se sont données, avec les principes qui se sont donnés au sortir donc de ce grand forum, certainement que les choses vont bouger du côté donc du Sahel, que d'autres puissances aussi pourront en tout cas amener leur contribution afin d'éradiquer donc ce fléau. Merci beaucoup. Voilà. Elhaji Mohamedou Souleymane, quelles sont les conclusions de cette rencontre justement? Il faut dire qu'avant de parler de conclusions, je pense que l'initiative serait de venir parler des valeurs de l'islam par rapport à la paix. Et notamment se démarquer du discours des terroristes qui veulent utiliser justement cette religion comme moyen de recrutement justement des jeunes. Et je pense que le discours du président Bazoum qui a mis la robe de l'enseignant, parce que vous voyez, c'est un discours, mais ça donne un cours. Un cours, mais devant les éléments, lui, en tant que politique, il voudrait vraiment, dans une tentative, comme on dit, d'herméneutique, en tout cas, essayer d'interpréter, en tout cas, en citant des versets du Coran, en tout cas des hadiths, des pratiques un peu partout donc, de l'islam, les écoles donc islamiques, je veux dire le Coran. Il a donné même des exemples. Absolument des exemples. Donc en vérité, il y a cette façon d'être en harmonie avec les leaders religieux, parce que je pense quelque part aussi, c'est eux qui doivent maintenant relayer le discours de la paix. Comme si cela ne faisait pas assez. Donc, qu'il y ait donc harmonie, parce que eux doivent donc intensifier en tout cas la prédication sur ces notions justement de paix dans le regard de l'islam. Je pense que le président il a insisté en citant beaucoup d'éléments sur la paix. Mais vraiment, je pense que c'était à point nommé parce que... Il a dit par exemple que le musulman, il dit assalamu alaikum, qui veut dire un souhait de paix. L'islam même veut dire en fait... l'islam même qui signifie paix. Mais moi, je sais Dieu qui fait partie... Ce que je voudrais vraiment souligner, dans la très important, par exemple, vraiment, c'est pas de la théorie. Quand on sait que, par exemple, en islam, tuer une seule vie, ôter une seule vie équivaut à tuer l'humanité. Vous voyez, quand on mesure donc la gravité du fait de tuer injustement une vie, c'est comme si vous avez détruit l'humanité. Donc, vous voyez, c'est très important. C'est-à-dire qu'ici, on le voit par exemple souvent. Est-ce que tous les oulémas étaient d'accord avec cela? On a vu les oulémas qui étaient venus. C'est pas de la théorie, c'est le Coran c'est des versets du Coran qui ont été cités. Bien sûr. Donc, c'est dans la sunna du prophète. Donc, d'un point de vue théorique, dans sa dimension spirituelle, sociale et économique, l'islam, en tout cas, donne les préceptes, en tout cas, pour une vie harmonieuse, tranquille. Et on parle justement de partager la paix avec le monde, comme toutes les grandes religions du monde. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à stigmatiser les musulmans, comme si ailleurs on dit, en fait, quand on parle de terrorisme, par exemple, même le mot terrorisme est synonyme de djihadisme. Alors que cette notion de djihad, la notion de djihad, techniquement, veut d'abord faire violence à soi, d'abord se maîtriser toutes ces passions qui nous amènent à faire vraiment des crimes. En tout cas, les maîtriser, ça c'est le plus grand djihad. Se
maîtriser d'abord. Mais El Hadji, pourquoi il n'arrive pas donc à dissuader toutes ces personnes, ces jeunes qui sont engagés dans ces différents mouvements terroristes? Parce qu'ils sont venus avec des jeunes à Nouakchott pour leur dire venez écouter Michel, le vrai message. Michel, en vérité, les terroristes, vous comprenez bien quand vous voyez la façon quand ils commettent des crimes. La façon qu'ils viennent tuer, décimer, même la guerre, l'islam aussi, il y a eu la guerre au temps du prophète, mais il y a une certaine éthique de la guerre. On ne tue pas, par exemple, les vieillards, les enfants, les arbres. Vous voyez quoi? Mais quand vous voyez la façon dont il a été dit que c'est des normes aujourd'hui qu'on retrouve dans le droit humanitaire ils vont raser international. Tout. En fait, on se pose la question que même pas, en fait, on peut vraiment tout simplement la dimension tout simplement de la raison. Ceux qui viennent assassiner des gens comme ça, les égorger. Tout un village, ils peuvent égorger tout le monde, femmes, vieillards, même les bébés. Donc vous comprenez que franchement, je pense que c'était très important. En tout cas, cette initiative, elle est importante. Et vraiment, ça interpelle les éléments d'assumer leur rôle, effectivement, de passer le message. Et aussi aux politiques d'assumer leurs responsabilités en termes de gouvernance. Parce que d'aucuns disent qu'effectivement, c'est la malgouvernance aussi qui amène déjà à se faire recruter vers des voies incertaines, en tout cas d'incertitude, en tout cas où on vous promet vraiment le bonheur que vous n'avez pas dans la vie réelle. Merci beaucoup. Il faut donc qu'il change de comportement. Absolument. Félix Houphouët-Boigny disait justement que la paix, c'est pas un mot, c'est un comportement. Ils doivent inscrire leurs actes et comportements dans ce sens. Donc, Hussein Issa, nous allons terminer. C'est vrai, ils sont venus avec des jeunes pour leur dire c'est ça le message, comprenez bien cela. Et il n'y a pas d'avenir pour l'humanité loin d'une paix durable, a déclaré le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, à l'ouverture de cette conférence africaine pour la paix de Nouakchott, qui avait pour thème, je le rappelle, offrir la paix au monde. Quelle analyse par rapport à cette position du président mauritanien qui est semblable à celle indiquée par le président Mohamed Bazoum dans son intervention à cette rencontre? Bon, Michel, moi d'abord je suis contre les concepts. Des concepts inventés au niveau de l'Occident. État islamique au Grand Sahara. Ok, les gens on accepte, c'est comme ça. C'est un État islamique au Grand Sahara qui existe où? C'est un concept justement parce que c'est les n'ont pas de Occidentaux qui ont territoire. inventé par rapport à des voyous qui sont là. N'est-ce pas? Il y a quel autre concept encore? Il y en a plusieurs. Et toujours il y a l'islam dedans. La prédication, oui, quelque chose comme des choses comme ça. Mais c'est eux qui, parfois, quand on les écoute... Nous, on accepte que c'est ça. Souvent, ce sont ces personnes même qui se proclament ainsi, puisqu'ils font parfois des vidéos pour dire que c'est eux qui sont... C'est l'information, mais ils sont d'accord parce que ça les arrange. Mais ce n'est même pas des musulmans. Mais un musulman ne peut pas aller tuer un musulman comme ça. Ça peut venir accidentellement ou dans une altercation, la personne peut perdre la vie, tout ça. Mais un vrai musulman ne va jamais aller tuer comme ça, gratuitement, son frère musulman, parce que tout simplement, il est en train de revendiquer quoi? Souvent avec des drogues, avec... Mais quand les gens acceptent, nous, c'est la communication du Nord, où les gens disent, bon, oui, ils ont inventé concept État islamique, GIS, quelque chose, des choses comme ça. Et on accepte, et nous consommons, et nous relayons, et nous encourageons ces gens qui font ces actes-là. Le discours ne règle pas le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire, Hussein Issa? Nous sommes à la fin de ce forum. Oui, d'accord, laisse-moi finir. Tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est parce que tout simplement, nos sociétés sont mal gérées. Parce que la redistribution des ressources, des richesses, n'est pas faite de manière équitable, comme le revendique, comme le réclame l'islam, où il faut faire créer les conditions pour que, dans une entité donnée, chacun puisse être au moins dans des conditions décentes. Quand on crée des situations où des gens se retrouvent marginalisés, pendant qu'une petite minorité se retrouve avec ça. Mais bien évidemment, ça crée des frustrations et ça encourage les jeunes.
aller s'asseoir autour d'une table pendant des jours, discuter, venir faire des beaux discours. C'est ça qui va changer les choses. Ça ne va pas changer les choses. Qu'est-ce que les organisateurs, par exemple, de cette conférence peuvent faire pour contribuer? Chacun prenne ses responsabilités. Chez moi, je sais ce que je peux mobiliser. Je sais comment je peux créer les conditions pour que n'importe quel coin de ce pays-là, n'est-ce pas, qu'on puisse faire un minimum aux populations. Mais quand on abandonne des zones entières à elles-mêmes, c'est quoi qui va se passer? C'est des zones qui considèrent qu'ils sont du pays, mais ils ne sentent rien. Qu'est-ce qu'on leur fait au niveau de l'État central? Boubac de Gallo. Harry. La fin. Harry. Agal Silam dans les terres. Tchefermo, Agal dans Barkaya. Il faut dire que la fin amène au vol le musulman. Le musulman allait voler. Et le mécréant. Le mécréant, il va le pousser à aller mendier. Merci beaucoup, Seynissa. Il faut réparer l'injustice sociale. Il faut créer les conditions pour que vraiment l'individu, n'importe où il se trouve sur le territoire, qui sente que l'État pense à lui. Merci Tant beaucoup. qu'il n'y a pas ça, il ne faut pas s'attendre. Ce n'est pas le discours qui va gérer, qui va régler quelque chose. Hein. Ce n'est pas le discours. Le simple discours ne suffit pas. Il faut des actes concrets. C'est tout. Merci beaucoup. Nous sommes donc au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu de ce soir, vendredi 18 février 2022. Nous disons merci à nos invités. Elhaji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter, Hussein Issa, journaliste indépendant, et Maïmouna Diado, journaliste indépendante également. Merci aussi à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur notre réseau de 52 radios partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues, suivi de l'émission Tous à la Fada. Et à partir de 18h15 samedi et dimanche, nos forums en langue Hausa et Zarma. À la modération de ce forum de la presse, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Mustapha Ayouba à la technique pour le son et à la réalisation vidéo Issa Loli. Merci et excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.